Que vous m'entendez? Alors, excusez-moi, du coup, voilà, il faut que j'ouvre sur mon petit double écran. Excusez-moi, voilà. Avec l'intro parfaite que je t'ai faite. C'était sûr. Du coup, on est bon, je pense. Est-ce que Ouais, j'ai vu le son que vous m'avez dit quoi? C'est vous, c'est pas bon? Je sais plus. Ok, vous c'est avez bon. laissé, donc vous m'entendez, j'imagine. Du coup, en fait, avant de parler du X-Rating et de rentrer un peu dans le détail de ce qu'on fait concrètement et en quoi consiste notre job, je pense que c'est important qu'on redéfinisse ce que c'est que l'UX-Rating. Donc, avant de rentrer dans le détail de ce que c'est que l'UX-Rating, je vous propose juste de revenir un peu sur une définition de ce qui est en fait l'UX design, puisque du coup l'UX rating en fait partie. Donc en fait, l'UX et le design consiste à designer l'expérience utilisateur. Donc en fait, ça englobe l'ensemble des éléments qui vont interagir avec l'utilisateur et les émotions en fait qu'il va ressentir cet utilisateur sur les plateformes. On parle d'expérience utilisateur, donc du coup, on rentre un peu plus dans le détail de ce qu'est l'expérience utilisateur. En fait, c'est la cohérence de tous ces éléments design et contextuels et du contenu qui vont faire en sorte que l'expérience et l'interface sera intuitive, simple à utiliser, pratique, fiable, accessible et agréable. Et sur la slide suivante, du coup, on rentre dans le détail de ce qu'est l'UX Writing. Donc, en fait, on a vu ce qu'est le design, on a vu ce qu'est l'expérience utilisateur. Ben, en fait, l'UX Writing, c'est tous les éléments de contenu qui sont présents sur cette interface et qui vont permettre, en fait, à l'utilisateur de naviguer de manière super simple, fluide, et en fait, de l'aider à atteindre ses objectifs facilement et rapidement. Pourquoi c'est important le contenu? Et bien, en fait, si on prend cet écran, donc c'est un écran de Doctolib, en fait, sur cet écran, c'est dans le flow de réservation d'un rendez-vous. Et bien, en fait, si on prend cet écran et qu'on en enlève tout le contenu, on se rend bien compte qu'on est incapable de choisir si on veut booker son rendez-vous en vidéo ou si on veut booker son rendez-vous dans une consultation et se rendre au cabinet. Dans cet écran-là, on voit que l'espace au-dessus, en fait, nous permet de comprendre l'intérêt de la consultation vidéo. Les deux call to action nous permettent de savoir ce qui correspond à la vidéo, ce qui correspond à un rendez-vous cabinet. Et sans contenu, en fait, on n'a pas du tout toutes ces informations et c'est impossible de naviguer. Sur l'écran suivant, c'est le même exemple, mais ici, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'enlever tout le contenu. S'il y a du contenu présent et qu'il est illisible ou incompréhensible, et ben, en fait, ça a le même effet. On est incapable de naviguer, de s'en sortir, de comprendre ce qu'on fait et en fait, tout simplement d'utiliser l'interface. Alors du coup, une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que l'UX Writing, c'est du design? Donc, toujours pour illustrer dans le même esprit, c'est oui, les mots, ça se design aussi. Donc ici, vous avez alors le premier, c'est des gens qui ont inventé un nom pour un produit et ça s'appelle bleach. Alors si jamais certains ne parlent pas anglais, ça veut dire eau de javel en français. Donc voilà, c'est la couleur, ça a la couleur de l'eau de javel, c'est blanc, mais c'est pas forcément quelque chose que vous auriez envie de filer à vos enfants. Donc, je sais pas si si d'un point de vue design, c'était le meilleur nom qu'on pouvait trouver. Et de l'autre côté, de la même façon, voilà, vous avez des panneaux. Je pense que c'est une sortie de parking. Vous avez des panneaux avec deux informations un peu mêlées. Il faut s'arrêter. Et à la fois, ça vous dit que ce n'est pas la sortie, mais bon, voilà, je pense que l'utilisateur, en l'occurrence, je pense que ça doit être un conducteur. Je pense qu'il peut être un petit peu embêté, parce que les mots n'ont pas forcément été designés. Et donc, des textes bien conçus et bien designés sont utiles, agréables et simples à lire. Là, on vous a encore mis un petit don't, un petit exemple donc de est-ce que, je vous laisse, it be shipping to the USA or Canada, cancel égale no, ok égale yes. Eh bien, je vous mets au défi. Vous avez une demi-heure pour savoir où cliquer sur cette petite fenêtre. Et c'est un peu comme tout, genre vous pouvez sur une interface, tout peut être designé
Et les mots aussi, en fait, quand c'est pas clair, ça peut bloquer l'expérience. Ouais, du coup, Kat, moi j'avais juste une petite question avant de continuer. J'en ai déjà fait une mission et du coup j'ai demandé un profil à un UX writer et en fait ils m'ont dit que en fait ça sert pas à grand chose. Ils veulent vraiment l'investir sur un autre designer en fait ou un autre développeur parce qu'ils ont parti sur le principe que on sait en fait tous lire et écrire. Donc toi, t'en penses que tu sais quoi tes arguments plutôt pour vraiment pousser un profil sur une mission où en fait on interne. Ben, ce qu'on entend souvent où on nous demande des devis ou enfin des estimations pour des missions et les gens, souvent l'argument c'est je vais le faire moi-même parce que enfin c'est pas qu'on est cher mais les gens trouvent ça trop cher et et, euh, et en fait designer les mots, enfin tout le monde sait écrire mais de la même façon que tout le monde sait peindre et puis quand vous repeignez chez vous vous pouvez avoir envie de faire appel à un professionnel et puis tout le monde sait un peu designer ou tout le monde va se sentir capable de faire une maquette pour la page d'un site internet et après j'ai envie de vous dire que tes sitiers ou ton identité visuelle elle pourrait changer sur toutes les pages la couleur pourrait changer, tes traits ils pourraient ne pas être droits, enfin et ça pourrait fonctionner. Donc des textes écrits par toute l'équipe, par 15 personnes différentes, et ça peut fonctionner. Mais après, comme dans à peu près tous les domaines, si c'est bien pensé et si c'est fait par quelqu'un dont c'est le métier, bah, ça va être mieux quoi. C'est mieux d'avoir des sitiers qui sont consistants, c'est mieux d'avoir une cohérence tout au long de ton parcours. Et pour les textes, bah, c'est pareil quoi. Tout le monde sait écrire, mais tout le monde ne sait pas écrire de façon appliquée à un domaine particulier. Donc, voilà. Et du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Kat, juste aussi sur le côté ownership en fait de la copie. C'est souvent en fait du j'aime pas, moi je mettrais plutôt ça, moi je mettrais ça. Et en fait, c'est très subjectif, comme tout le monde sait écrire, comme tu l'as dit. Et en fait, le fait d'avoir un UX writer, en tout cas l'ownership qui revient à une seule et même personne, ça permet aussi de rationaliser la prise de décision quand tu choisis ou que tu vas écrire sur une interface. Et du coup, si on enchaîne sur la 13, on nous demande aussi souvent quelle est la différence entre un UX writer et un copywriter qui va être plutôt côté marketing. Donc, du coup, en fait, j'ai l'habitude de définir ça comme étant want versus need, c'est-à-dire qu'en fait, le copywriter côté marketing va écrire ce que l'utilisateur a envie de lire, là où l'UX writer va écrire ce que l'utilisateur a besoin de lire. Du coup, si on compare, on va dire, de manière plus détaillée les deux métiers, en fait, le copywriter va chercher à attirer les prospects sur son site, il va chercher à driver du trafic sur le site pour générer de la demande de démo, générer du lead pour les sales. Donc, il a une orientation très business de son métier. Il collabore souvent avec le marketing et en fait, ce que je disais, il écrit ce que l'utilisateur en fait souhaite lire. Là où en fait l'UX writer, il va avoir un objectif plutôt de guider les utilisateurs dans le flow pour lui permettre de réaliser son action. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas intégré dans les mêmes équipes parce que du coup, nous, on va écrire sur des interfaces, là où en fait le copywriter va plutôt écrire sur de multiples formats, que ce soit une newsletter, que ce soit un article de blog, ça peut être des publicités aussi. Donc du coup, voilà, on n'a pas les mêmes objectifs, donc on n'est pas dans les mêmes équipes. L'UX writer aussi va collaborer avec le produit ou le design. Moi, par exemple, chez Doctolib, je suis intégrée dans l'équipe design qui est intégrée dans l'équipe produit. Et en fait, comme je disais, on écrit ce que l'utilisateur il a besoin de lire à un instant précis. Donc, c'est une question de timing, de cohérence, mais aussi de consistance de notre manière d'écrire. Et du coup, si on rentre un petit peu plus dans le détail de quel est le rôle de l'UX writer, je vais un petit peu détailler ce que je fais chez Doctolib en fait. J'ai l'habitude en interne, quand je suis arrivée, comme j'étais la première UX writer, et je pense que c'est aussi ton cas, Kat, quand tu arrives dans une mission, tu dois souvent être la seule UX writer, ou en tout cas peut-être la première au début.
Du coup, quand j'explique parce que j'ai expliqué un peu avant, c'est accompagner l'utilisateur dans une action, lui expliquer les tâches qu'il a réalisées, par exemple sur Doctolib, comment on passe de la search où on cherche ce rendez-vous à justement booker ce rendez-vous avec un praticien. On l'encourage aussi à effectuer la meilleure action pour lui, donc on va essayer de lui expliquer quelles sont les actions, les démarches pour prendre le choix le plus adapté à son besoin, en fait, pour qu'il n'y ait pas de déception. On va essayer d'être le plus clair possible et répondre, on va essayer d'anticiper aussi toutes ces questions pour pas qu'il y ait de frustration tout au long du parcours, résoudre ces problèmes, donc un peu comme un designer, on a un problème et on y apporte une solution. Et on va aussi avoir toute cette démarche de le réassurer, de le guider tout au long du cours. Pour faire ça, il y a une partie opérationnelle de notre job, j'appelle ça opérationnel en fait, c'est tout ce qui est création et optimisation du contenu. Donc, il y a la création des nouvelles fonctionnalités où là, on va intervenir au même titre qu'un designer dans la création vraiment de ce contenu. Il y a aussi la partie optimisation d'une feature existence ou pour contribuer à son amélioration parce qu'on aura eu de la data, on aura eu de la user research, on aura appris des choses et du coup, on va pouvoir améliorer ce contenu. Mais en fait, notre métier ne se résume pas à juste. Non, c'était bon. Ah, pardon, mince. C'est pas seulement ça. Notre métier ne se résume pas justement à produire ou écrire du contenu. C'est bien plus que ça. Et justement, on essaye de faire comprendre de plus en plus que notre métier, c'est pas juste de la rédaction. Et en fait, j'ai mis cette slide. Donc, c'est toute l'équipe design de chez Doctolib. J'espère qu'on est bien. C'est une petite pause. Cherche Sophie. Et du coup, donc en fait, ça, c'est toute l'équipe design de Doctolib. Et comme on peut le voir, en fait, sur la partie stratégique, c'est hyper important d'être intégré dans une équipe qui est justement pas une équipe juste de rédacteurs, on va dire, mais une équipe avec plusieurs expertises. Donc, il y a les product designers, les user researchers, l'équipe brand and visual aussi, et l'équipe UX writing. Et en fait, toutes ces expertises vont permettre de concevoir une expérience utilisateur claire, fluide. Pour nous, UX writers, de collaborer avec la user research, c'est indispensable parce qu'en fait, ça va nous permettre de bien comprendre de quoi ont besoin les utilisateurs. La manière aussi dont ils s'expriment, on réutilise le langage. Donc, en fait, on a besoin d'être dans la même équipe. Avec les product designers, en fait, on construit des solutions. Donc, le design va avec le contenu va avec le design. C'est vraiment un binôme qui est indissociable, en fait. Donc, c'est important aussi de ne pas travailler justement le contenu en dehors du design parce qu'il y a un enjeu de cohérence, mais aussi un enjeu de contexte qui est hyper important pour les utilisateurs. Et avec l'équipe brand, par exemple, c'est d'être cohérent. L'expérience utilisateur, ça ne se limite pas à un écran ou un flow, c'est vraiment l'image de la marque, c'est vraiment le tone and voice. On parlera un petit peu plus de ça tout à l'heure. Mais voilà, du coup, c'est important sur le plan stratégique de ne pas être juste là pour écrire des mots, mais d'avoir une vision beaucoup plus large de l'expérience utilisateur. Alors, du coup, on vous a trouvé pas mal de visuels pour expliquer concrètement ce que faisait un UX writer un peu au quotidien ou justement sur les parcours et les interfaces. Alors, pour illustrer l'émission, donc nos missions, c'est de présenter l'intérêt et de guider vers l'action. Alors là, si vous voyez cet écran, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, en fait, je bouge. Mais ça, c'est une page pour s'inscrire à une newsletter où du coup, plutôt que de juste dire inscrivez-vous à la newsletter, en fait, cette marque, je ne sais même pas ce que c'est, ils expliquent l'intérêt. Donc en fait, vous allez, en vous inscrivant, l'objectif, c'est de recevoir les dernières tendances dans votre boîte mail toutes les semaines. Donc, il y a une indication déjà de répétition. Enfin, ce sera toutes les semaines, les dernières tendances. Donc, je sais à quoi je m'inscris. Et donc, je guide vers l'action avec, voilà, genre, je sais où il faut que je mette mon petit mail et où il faut que je clique. Notre rôle, c'est de guider et non pas d'imposer. Donc là, il y a un do et don't. Et ce qu'on voit très souvent, c'est merci de sélectionner votre méthode de paiement, alors que c'est plus sympathique de dire comment voudriez-vous payer. C'est à peu près la même chose, mais le ressenti et l'expérience sera pas la même.
il faut aider l'utilisateur à trouver, du coup, à sortir des impasses ou des pain points qu'il peut rencontrer sur un parcours. Un pain point qui est très fréquent, c'est que vous avez oublié votre mot de passe. Donc ici, alors c'est Back Market, ils ont un tone of voice assez sympa, très friendly. Et donc, voilà, il y a tout. Là, c'est beaucoup de tone of voice, mais on aiguille la personne pour que c'est pas très grave, on va t'ordonner, soit on te renvoie ton mot de passe, on t'en refait un autre, etc. Mais bon, on va te débloquer de cette impasse. Il faut expliquer. Là, c'était un écran pour une banque HSBC où dans le parcours de création de compte, il y avait une nouvelle étape imposée par une loi où il faut vraiment vérifier que la personne qui s'inscrit est bien celle qu'elle prétend être. Et donc, il y a une identification biométrique. Donc, non seulement, c'est même pas juste vous mettez la photocopie de votre passeport, mais il faut faire des petits gestes. Vous avez peut-être rencontré, vous mettez la main comme ci, comme ça, regardez à droite, à gauche. Donc, voilà, ça permet en tout cas de vérifier que vous êtes bien la personne dont vous allez envoyer la pièce d'identité. Et alors déjà, c'est pas une étape agréable pour l'utilisateur. Personne n'a envie de mettre sa tête. On ne sait pas si vous allez garder la photo, etc. On se pose plein de questions. Donc c'est une étape stressante. Donc du coup, avec des mots simples et voilà, l'objectif c'était de détendre la personne. C'est pas très grave, ça va bien se passer. Et voilà précisément pourquoi on vous demande ça. Et exactement les étapes qui vont apparaître. Il faut aussi encourager, c'est important. Donc là, c'est Mailchimp, donc ils sont très forts en design général, quoi, mais tout particulièrement en tout cas en UX writing. Et du coup, c'est un site pour envoyer, pour router des newsletters. Et donc les gens, les utilisateurs de Mailchimp sont amenés à envoyer des newsletters, des mails à des 100 000 personnes, etc. Donc voilà, ils ont beau vérifier le moment où ils vont appuyer, ça va dépenser de l'argent pour la boîte, etc. Donc c'est un moment stressant. Et donc Mailchimp a choisi d'encourager, en tout cas de bien accompagner leurs utilisateurs. Et voilà, vous êtes sur le point d'envoyer une campagne à, bon là c'était une petite campagne, 87 abonnés. Et voilà, là c'est très clair, envoyez maintenant, annulez. Et le petit message d'encouragement, c'est votre moment de gloire où voilà, on comprend, on sait que vous êtes en train de vivre un moment un peu stressant. On est là, voilà. Et ça rassure et c'est ça le but. Ça c'est Airbnb. Et c'est un good case en fait. Airbnb, pareil, vous réservez des vacances. Il y a une personne qui va en général payer pour, soit vous êtes deux en couple ou avec des copains, et donc vous allez réserver une maison pour 4-5 personnes. Et bon, ça va quand même être un peu d'argent. Et au moment de réserver, en fait, les gens ils stressaient, donc du coup il y avait un espèce de blocage un peu dans le parcours qu'ils avaient décelé. Et les gens, au moment de réserver, ils hésitaient. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit tout petit. Je ne peux pas trop zoomer, j'ai peur de tout péter. Ils hésitaient. Est-ce que je réserve? Est-ce que je vais être prélevé? Est-ce que ça m'engage fermement ou pas? Et ils ont juste, l'UX Writer chez Airbnb a juste rajouté une petite phrase ici, sous le sitier, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'est vous n'allez pas être débité tout de suite. Donc, c'est-à-dire que réserver, ça ne vous engage pas, vous ne payez pas tout de suite, et du coup, ça refluidifié tout le parcours, alors que les gens, il y avait beaucoup d'hésitation à ce moment-là. Voilà. Donc, cette toute petite phrase placée là par l'UX Writer ça a tout décoincé. Tumblr, alors donc il faut accompagner l'utilisateur. Donc Tumblr, ils sont très forts aussi. Ils ont toujours du contenu assez top. Et là, donc c'est lors de la connexion, il faut vous trouver un mot de passe ou un nom d'utilisateur. Et évidemment, c'est une énorme plateforme à travers le monde, donc c'est souvent pris. Et là, ils vous accompagnent et ils ont beaucoup d'humour. Ils savent toujours assez bien faire.
Donc déjà, il vous propose un nom. Donc là, c'était Fluffy Pizza, merci. Et donc, il propose des idées, en fait. Donc, non seulement parce que au cas où vous seriez bloqué avec votre nom classique, il vous propose tout de suite des alternatives et toujours en plus, avec humour. En plus, il y a ce petit mot, vous pourrez le changer plus tard. Donc là, pareil, ça débloque. Tu peux en choisir un, mais ça t'engage pas pour tout le temps. Donc du coup, voilà, ça aide à passer à l'écran suivant. Donc voilà, c'est de l'accompagnement. Il faut être malin aussi. Donc ça, c'est 2 exemples. Je pense que c'est une Apple Watch. C'est 2 exemples de prise de rendez-vous et juste un tout petit wording qui peut faire pas mal de différence, en tout cas pour l'expérience. Ça change pas la face du monde, mais là, votre rendez-vous, c'est le 12 juillet. Et sauf que au moment où c'est demain, plutôt que de répéter le 12 juillet, je ne sais pas quand c'est, et un rendez-vous, on s'en préoccupe en général quand c'est le lendemain, bah là, ça change. Au lieu de juste dès la date, votre rendez-vous, c'est demain à 18h. Voilà. Il faut être clair. Ça, c'est un écran qu'on voit très souvent. Vous voulez supprimer ce fichier. Oui, non. Ou alors, en plus clair, donc ça, en gros, c'est le texte que quelqu'un de l'équipe qui sait écrire va vous faire. Et ça, c'est le texte que le UX Writer va vous faire. Donc, c'est détruire ce fichier, détruire, ok, je comprends, ou keep, garder. Yes, no, il peut toujours y avoir des petites hésitations. L'UX Writing, c'est aussi d'être inclusif. Donc, au-delà des messages d'aide, d'accompagner l'utilisateur, il faut aussi penser que l'utilisateur, déjà, la base, c'est pas nous, il faut avoir de l'empathie. Donc, on n'est pas le cas général. Mais au-delà de ça, il faut aussi penser à tous les gens qui peuvent aussi avoir une particularité, quelle qu'elle soit, et qui peuvent tout à fait faire ce parcours, enfin le parcours que vous leur proposez. Et là, c'est des petits exemples de do et don't. Donc, est-ce que quelqu'un vous envoie une invitation et les gens, c'est souvent des invitations pour 2. Et là, c'est peut-être un homme classique qui a écrit ce texte. Est-ce que votre femme va venir? C'est peut-être une invitation pour un truc business. Est-ce que votre femme va venir? Mais en fait, peut-être que cette personne est gay ou enfin, on ne sait pas. Donc, du coup, c'est mieux de dire est-ce que quelqu'un d'autre va venir avec vous? De ne pas préciser que c'est une femme. On n'est pas obligé de rentrer dans le genre de détails qui vient. Si c'est une invitation pour 2, c'est 2. Et puis, après, la personne, elle vient avec qui elle veut, quoi. Mais ça fait toute la différence pour, en tout cas, si jamais la personne est dans ce cas, pareil, son expérience va être beaucoup plus douce si elle est designée de façon inclusive. Il faut aussi ne pas se projeter, donc c'est toujours un peu la même histoire, donc notre cas personnel n'est pas le cas de tout le monde, et c'est difficile d'envisager toutes les situations. Il ne faut pas projeter ce qu'on veut. Donc là, je crois que c'est un truc pour un test de grossesse. Et du coup, l'UX, enfin pas l'UX Writer, on va dire l'UX Writer, il a fait le message de droite. Donc là, quelqu'un qui voit l'annonce de grossesse d'une façon super joyeuse, a mis congratulations, donc félicitations, d'après ce qu'on sait, vous êtes enceinte. Sauf que il y a aussi des personnes pour qui c'est une nouvelle terrible, et du coup, on va se garder de faire des commentaires et on va rester soft. Voilà, juste fact-based, enfin, juste les faits. Apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, vous êtes enceinte. Et la personne, peu importe si elle est contente, pas contente, on rentre pas dans ces considérations. Encore une fois, ne pas se projeter. Là, c'était pour une banque, par exemple, qui propose à ses utilisateurs de faire des économies. Et combien est-ce que vous voudriez économiser le mois prochain? Donc, peut-être pour paramétrer une économie automatique. Mais
alors là, c'est bien le placeholder, il faut indiquer que on va mettre un montant pour indiquer à la personne que c'est là où il faut qu'elle mette le montant. Mais en fait, 2 500 €, il y a des gens pour qui c'est juste une économie, ils sont très riches et 2 500 €, c'est ce qu'ils vont mettre de côté tous les mois. Et pour d'autres, même pas, ils gagnent ça tous les mois. Donc, on va pas aller projeter des montants alors que la personne, ça va la mettre mal à l'aise si jamais 2 500 €, c'est ce qu'elle gagne en un mois. Donc, on va, pareil, pas de commentaires, on reste neutre pour que tout le monde puisse vivre une bonne expérience et ne pas être mal à l'aise par les messages qu'on induit. Enfin, l'UX Writing, c'est aussi réduire la distance entre l'humain et la machine. C'est pas un robot qui parle, même si ça peut y ressembler. Enfin, c'est souvent ce qui se produit, mais nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que l'utilisateur comprenne et sache qu'il y a un humain aussi qui est derrière l'écran et qui a pensé à lui. Donc là, ce petit exemple, voilà, la personne voulait télécharger sa photo sur un formulaire ou genre un truc de contact, je sais pas quoi, créer son compte peut-être. Et alors très bien, la photo a été téléchargée correctement. C'est très bien, il y a rien à dire à ce message, il est correct, ça explique ce qui s'est passé, c'est clair. Mais on peut aller plus loin et rajouter une petite touche. Et c'est là, dans le cas, c'est vous êtes super avec la photo du type. Déjà, il y a confirmation, donc il voit ce qu'il a téléchargé, donc il est rassuré, c'est bien la photo qu'il voulait mettre. Et ajouter encore une autre photo ou I'm done, c'est-à-dire que OK. Donc du coup, au lieu de juste dire OK et puis je ne sais pas ce qui se passe derrière, il a 2 choix pour continuer son parcours, soit retélécharger ou OK, j'ai terminé, donc je passe à l'étape suivante, quoi. Donc non seulement on comprend, enfin la personne est comprise et on l'accompagne encore en l'aidant à continuer son petit parcours. Il faut aussi créer de la proximité. Là, c'est un formulaire pour remplir un formulaire. Ça, c'est les écrans, les placeholders. Donc en fait, la personne doit remplir ses champs. Et donc, c'est une bonne pratique, c'est déjà de l'aider pour qu'elle voit ce qu'il faut à peu près remplir. Ça va un peu vite. Donc, entrez votre nom de famille, très bien. Et là, en fait, ils ont ajouté une petite phrase pour expliquer pourquoi. Alors déjà, il faut savoir aussi que les formulaires, on en remplit tellement tout le temps, toutes les semaines, que ça devient un truc pénible pour tout le monde. Les gens en ont ras-le-bol de remplir des formulaires, de répéter leur nom 15 fois par jour et surtout des trucs. Donc là, c'est aussi pour, voilà, on a besoin de votre nom, on explique pourquoi on demande ça et avec une petite blagounette pour que les choses passent mieux. Donc, on a besoin de votre nom de famille, c'est plus facile pour communiquer. Et oui, de votre prénom et oui, le nom de famille aussi, s'il vous plaît. Et voilà, ça crée un petit sourire et voilà, et l'expérience, ça coûte pas grand chose en fait, mais ça change toute l'expérience. Du coup, vous êtes content, en tout cas plus léger de faire ce parcours. Un autre exemple pour créer de la proximité, ça c'est l'interface de connexion de Medium. Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont dû la voir. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup de designers qui lisent ce truc. Et là, en fait, au moment de ça veut dire que vous avez déjà navigué un peu sur le site, et puis pour X raisons, il faut vous connecter pour liker ou enregistrer un article. Et là, du coup, en fait, on vous a déjà reconnu, on sait que vous êtes déjà venu, peut-être sûrement grâce au petit cookie. Et au lieu de juste mettre, connectez-vous, blabla, le truc classique, il rajoute un petit excusez-nous de vous interrompre, on vous a déjà vu ici, et enfin voilà, le petit message voilà, c'est juste de l'expérience, ça fait plaisir, ça explique bien les choses, et on sent, voilà, on sait qu'il y a quelqu'un d'humain et on n'a pas l'impression d'être juste un utilisateur lambda parmi des millions. Et enfin, dans les exemples aussi, il faut être sympa. Enfin, toujours, c'est de la proximité, c'est des petits messages, c'est la petite touche en plus qui va faire qui va transformer l'expérience entre neutre à expérience plus.
Voilà, c'est toujours un formulaire. C'est quoi votre date de naissance? Alors déjà, pareil, ça peut être un peu un pain point parce que les gens, ça les saoule de dire « j'ai pas envie de te dire quand je suis née, etc. » Je sais pas pourquoi tu me demandes ça. Là, ils apportent une explication. Dites-nous et on vous donnera un petit cadeau. Et le petit truc qui est trop mignon, je trouve, c'est que en plus, donc ils calculent la différence. Et là, ils ont calculé qu'il restait 4 dodos avant, apparemment, que ce soit son anniversaire, un truc comme ça. Donc pareil, c'est non, enfin, on vous demande quelque chose. Je t'explique pourquoi je te demande cette question. Donc ça adoucit le point de friction. Et en plus, la petite touche le petit clin d'œil, en fait, voilà, c'est bientôt ton anniversaire, on sait, on a vu, on a compté, ça change tout. Et enfin, pareil, c'est un peu le même exemple, toujours Tumblr, on en a déjà parlé, ils sont vraiment, ils ont un super design, ils sont très forts en design. Et automatiquement, quand ils calculent votre date de naissance, en fait, alors là, c'est en anglais et la traduction française, elle est un peu moins forte, donc je l'ai mis que en anglais. Mais en fait, à partir de 30 ans, peut-être que c'est les gens qui, à partir de 30 ans, commencent à se sentir un peu vieux. Et en anglais, pareil, je pense que vous parlez tous anglais, mais c'est 29 years old. Et ils l'ont twisté. Et à partir de 30 ans, vous êtes 30 years young. Voilà. Pardon pour mon super accent. Et donc voilà, c'est juste rien, quoi. Ça ne change rien dans le parcours, ça change rien dans le parcours et dans le comportement de l'utilisateur, mais ça change tout dans son expérience où ça va provoquer, à mon avis, un sourire et la personne elle va être contente de revenir sur Tumblr. Et je passe la main à Sophie. Yes. Continue. Du coup, on disait tout à l'heure qu'en fait, un UX writer n'écrit pas forcément sur les mêmes supports ou formats qu'un copywriter. En fait, vous a montré plein d'exemples. Du coup, je vais juste rentrer dans le détail de où on écrit en fait et à quoi, sur quel composant, on va dire, design on pourrait écrire. Du coup, une partie de notre travail, c'est aussi d'écrire les empty states parce que ces états vides sont pour le produit, en fait, ça veut dire que la fonctionnalité, elle n'est pas utilisée. Et du coup, il faut expliquer pourquoi dans nos favoris ou dans notre chat, par exemple, il n'y a rien. Au lieu juste de dire il n'y a rien ici, encourager l'utilisateur à utiliser cette fonctionnalité, à rajouter des favoris, à discuter dans le chat. Encore une fois, c'est des éléments que généralement on néglige parce qu'en fait on se dit il n'y a rien, donc on va juste dire qu'il n'y a rien. En fait, non, il faut justement utiliser cet espace pour inciter l'utilisateur, le prendre par la main, lui dire quelle est la valeur ajoutée de cette fonctionnalité pour lui, par exemple. Et du coup, toujours le guider vers une action. Du coup, j'ai repris aussi le bon exemple de Mailchimp. Les pages de confirmation, souvent, on se contente de dire c'est tout, c'est confirmé, ou ça a bien été validé, des messages un peu génériques, alors qu'en fait, ça peut être un espace sur lequel l'image de marque et le tone of voice peuvent s'exprimer. Et du coup, là, on voit que la brand, par exemple, a rajouté des éléments visuels un peu forts. Et du coup, le UX Writing peut rajouter une phrase un petit peu rassurante de confirmation et exprimer aussi l'image de marque, créer une proximité avec l'utilisateur. Il y a ensuite tout ce qui est modèle. Souvent, j'ai l'habitude de faire des screenshots de ce qui ne fonctionne pas. Donc là, j'ai mis des choses qui fonctionnent. Mais c'est vrai que je suis assez critique sur ces éléments-là parce qu'en fait, comme tu l'as montré, Kat, dans les exemples, des fois, quand il y a deux call to action, il y a forcément une action primaire, forcément une action secondaire. C'est jamais bien priorisé. Enfin, c'est rarement bien priorisé. Et si on ne comprend pas forcément, on a fait une action, il y a une modèle qui apparaît, il faut nous dire rapidement et simplement vers quoi on s'engage. Et généralement, on a deux possibilités. C'est soit on continue, on confirme notre action, soit on fait en arrière et on annule. L'idée, c'est d'utiliser cet espace en fait, pour être le plus clair, rassurant et simple possible. En fait, c'est des éléments qui sont super importants. Et moi, j'ai l'habitude de beaucoup collaborer avec
les product designers chez Doctolib, justement pour faire en sorte que les modèles qu'on crée soient dans cet objectif-là. Ensuite, il y a les messages d'erreur. C'est des éléments qui sont super anxiogènes, mais pourtant qui existent. Et du coup, il ne faut vraiment pas négliger les messages d'erreur parce qu'en fait, l'utilisateur, il va peut-être faire des erreurs, mais notre produit va peut-être aussi des fois bugger. On ne va pas être capable d'identifier des choses. Du coup, il va falloir anticiper ces messages d'erreur. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être dans une alerte totale. Bon, là, c'est un peu rouge, donc du coup, c'est vrai que c'est assez, d'un point de vue design, un peu violent. Mais l'idée, c'est d'attirer l'attention et de dire, sans être alarmiste, mais de lui dire, voilà, on a un petit problème, ton paiement n'a pas fonctionné, on explique pourquoi et surtout, on aide l'utilisateur à résoudre ce problème. Les formulaires, bon, on en a un petit peu parlé précédemment, mais justement, les formulaires, c'est toujours c'est jamais agréable de remplir. On se demande toujours si on a bien rempli nos informations, pourquoi on nous les demande. Donc, on a un peu rentré dans le détail tout à l'heure, mais effectivement, d'être le plus pédagogue possible, d'indiquer aussi quels champs il faut remplir, quels champs sont obligatoires, lesquels sont optionnels. C'est jamais agréable en fait de vouloir cliquer sur suivant et en fait se rendre compte que en fait le champ là je l'avais pas vu qu'il y avait un astérix et du coup il faut que je le remplisse parce que c'est une information indispensable. Et du coup, en fait, d'avoir un contenu et une visibilité dans le formulaire, c'est vraiment indispensable. L'exemple suivant, je ne sais pas si on le voit très bien, mais dans les formulaires, justement, c'est pas obligé que le formulaire soit chiant et très insupportable à lire, mais justement, on peut utiliser le formulaire pour justement exprimer son tone of voice, exprimer ou créer une proximité avec l'utilisateur. Là, par exemple, on utilise le placeholder pour mettre un exemple, mais en même temps, lui indiquer un peu la valeur qu'on attend dans le champ-là. Donc, du coup, avoir un placeholder un peu sympa, c'est possible. Et du coup, donc l'exemple suivant, donc c'est le modèle avec un formulaire, donc c'est un exemple de Doctolib. Et du coup, on essaye de faire en sorte que, d'un point de vue accessibilité, on va dire, le formulaire soit accessible à tous. Donc, on a un label, mais on a aussi un placeholder. Et en fait, le placeholder va donner une indication à l'utilisateur de la valeur qu'on attend dans ce champ. C'est ça qui est hyper important et c'est surtout à ne pas négliger. Par exemple, quand on a son numéro de téléphone à remplir, des fois, on ne sait jamais quel format on attend. Est-ce que je mets un point? Est-ce que je mets un slash? Est-ce que je mets un espace? En fait, le placeholder peut indiquer justement quelle est la valeur qu'on attend et sur quel format. En fait. Et là, je pense que ça va, enfin, si c'est du Doctolib, je pense que tu rassures aussi. Ouais. Dire uniquement lisible, je pense qu'il y a des gens, ils flippent que ce soit divulgué aux médecins ou je sais pas quoi. Enfin, uniquement lisible par vous, je pense que du coup, c'est pour le rassurer aussi, quoi. Ouais, complètement. Sur les pages contact aussi, c'est important parce qu'en fait, l'utilisateur, il ne va pas vous contacter par plaisir parce qu'il a accès à le faire, il va vous contacter parce qu'en fait, il a besoin de le faire, que ce soit pour obtenir un devis, une démo, ou que ce soit pour poser une question. Et du coup, le fait de simplifier et de rendre hyper clair et lisible cette page, c'est aussi hyper important. Ça fait partie des éléments qu'un utilisateur pourrait complètement retravailler, en tout cas sur lesquels il pourrait collaborer. L'exemple suivant, donc, c'est les pages 404. Ça aussi, c'est toujours super déceptif d'un point de vue expérience utilisateur de ne pas trouver la page, qu'elle soit inexistante ou qu'elle ne soit pas disponible pour X raisons. En fait, d'utiliser aussi cet espace pour rassurer, rediriger l'utilisateur, mais avoir un tone of voice un peu sympa. Et les call to action, on en a parlé, mais sur Doctolib, on a fait un gros travail justement sur des guidelines pour avoir des normes et des standards sur la manière dont on écrit nos call to action, parce qu'en fait, dans un call to action, on a choisi de mettre des verbes à l'infinitif, mais on pourrait imaginer que ça peut être je supprime ou j'annule comme formulation. Et pour un souci de cohérence, mais aussi de lisibilité et de compréhension, on a choisi de mettre que des verbes. Et en fait, on a documenté tout ça. Et c'est hyper important de documenter et d'expliquer en fait au sein de l'équipe en interne pourquoi en fait
l'utilisation des call to action, ça va être des verbes, ça va être sur ce format-là, ça va être à l'infinitif, etc., etc. Donc, du coup, il y a un enjeu hyper fort là-dessus et je pense que ça fait la différence, en tout cas, d'avoir un utilisateur qui vous aide à bien écrire vos call to action parce que c'est quand même essentiel sur mon interface. Moi, j'avais une petite question, Sophie, sur l'écran d'avant. Ouais. Du coup, tout se pose la question, en fait, dans tous les missions et tout. Quand est-ce qu'on peut voir, en fait, un petit peu un utilisateur? Est-ce qu'il y a des tips où il y a en fait, il y a des fois où, en fait, il faut vraiment tutoyer un utilisateur. Et il y en a d'autres, en fait, il faut vraiment voir un utilisateur. Bah, en fait, ça va dépendre déjà de ton utilisateur. Ça va dépendre aussi de ton positionnement et de la relation en fait que tu as. Enfin, c'est vraiment un tout. Ça dépend en fait si tes utilisateurs, je sais pas, sont globalement plutôt jeunes et que tu veux créer une vraie proximité avec eux. Là, en fait, tu peux aller au-delà du tutoiement, mais tu peux aller vers des choix de wording qui sont beaucoup plus familiers, beaucoup plus proximité, dans un jargon aussi qui maîtrise. Nous, par exemple, chez Doctolib, on a deux audiences, on a les praticiens et on a les patients. Et du coup, on ne va pas s'exprimer de la même manière que ce qu'on parle à un patient, qu'on parle à un praticien, parce qu'ils n'arrivent pas pour les mêmes raisons sur le produit, ils n'utilisent pas les mêmes produits. Du coup, en fait, tout ça fait que tu ne vas pas avoir la même approche et la même manière de leur parler. Imaginez en fait que ton produit ou ton entreprise, ce soit une personne, et toi, en tant que personne, tu ne parles pas de la même manière quand tu parles à tes parents, ou quand tu parles à tes amis, ou quand tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu viens de rencontrer. En fait, il faut un peu imaginer que c'est la même chose pour un produit et pour ses utilisateurs. Après, si je peux juste compléter, c'est que ça dépend aussi, enfin, pareil en fonction du tone of voice de la marque, mais ça dépend aussi de l'action que tu décris et de si tu as envie d'accompagner l'utilisateur ou si tu as envie qu'il agisse un peu par lui-même et qu'il s'approprie le service. Tu vas utiliser pareil des verbes, des verbes ou un wording qui va être soit plus engageant, soit qui va être plus dans l'assistance, où il va être plus passif, mais du coup, il va se sentir accompagné, il va se sentir pris en main. Enfin, du coup, ça peut jouer aussi sur les call to action, quoi. Le choix du verbe et même du ton, de la conjugaison, de comment tu conjugues ton verbe. Excusez-moi. Et du coup, donc, si on enchaîne sur les exemples suivants, je crois que j'en ai encore deux. Donc, il y a aussi les banners. Donc, ça, c'est encore un exemple qui est présent dans le design system de Doctolib. Mais en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, mais en fonction de la situation, que ce soit une information, une validation, une alerte ou une erreur, on ne va pas avoir la même manière de le dire parce qu'en fait, on prend en considération que entre une information qu'on veut diffuser à l'utilisateur et une erreur sur laquelle on veut l'alerter, vraiment attirer son attention et l'aider à résoudre la situation. En fait, on ne va pas parler de la même manière. Encore une fois, on imagine qu'on est une personne, mais en fait, quand on dit un message de félicitations à une personne, on ne va pas avoir le même ton que quand on lui dit attention, fais gaffe à ça, etc. Là, c'est un petit peu pareil. D'un point de vue visuel, on va les distinguer avec des couleurs, avec des icônes différentes. Et d'un point de vue wording, on n'a généralement pas l'habitude de les distinguer, mais là, c'est hyper important parce qu'encore une fois, il y a un contexte et il y a des redirections, des solutions à proposer. Et le dernier exemple, en fait, c'est tout ce qui est l'odeur. Il faut encore une fois se mettre à la place de l'utilisateur et se rendre compte que ce soit au moment où on est en train de confirmer son billet de train, ou que ce soit le moment où on est en train d'envoyer sa newsletter ou de payer son billet d'avion, il peut avoir un peu de temps et du coup, juste de faire en sorte que, de un, ce moment ne soit pas le plus désagréable possible, parce que généralement, on se dit, OK, il part plus mon paiement, c'est en train de charger, j'ai une page blanche, je ne sais pas trop, est-ce que c'est validé ou pas. Juste d'avoir cette page hyper rassurante, avec soit un pourcentage de temps restant si jamais c'est une action qui est vraiment longue à charger. Par exemple, si on importe ses contacts, ça peut prendre un certain temps, mais du coup, voilà, d'avoir cette page de l'odeur un petit peu plus agréable, mais aussi d'essayer
de communiquer à l'utilisateur ce qui est en train de se passer, vers quoi il va être redirigé. On le voit de plus en plus sur les pages de paiement, on dit que vous allez être redirigé vers un message de 3D Secure ou vous allez être redirigé vers le site marchand. Ça, c'est des éléments hyper importants et je pense qu'ils sont aussi vraiment qui font la différence quand ils sont travaillés par un UX-writer parce que du coup, il y a ce côté un peu empathie et prise en compte des émotions de l'utilisateur. Alors, on parle que d'un odeur, on parle un peu s'emballer, mais c'est hyper important de prendre en considération et de se mettre à la place de l'utilisateur, encore une fois, et de se dire, OK, bon, ben, là, peut-être qu'il stresse un petit peu, je vais le rassurer sur cette étape-là. Et du coup, j'ai mis quelques exemples de Doctolib pour parler un petit peu plus en détail de en fait, ce qu'on fait au quotidien. Je ne sais pas si tu peux aller sur la slide, merci. Pardon. Chez Docto, en fait, l'équipe UX Writing est composée de 3 personnes. Donc, il y a une personne, donc moi, qui suis en charge du produit français, Kai qui est en charge du produit allemand et Cara qui va être en charge du produit italien. Donc, du coup, on a fait le choix d'avoir justement des personnes natives pour avoir une expérience utilisateur la plus cohérente et aussi la plus alignée avec en fait l'audience avec qui on s'adresse et d'aller vraiment dans le détail de la localisation du produit. Donc, notre rôle, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit les utilisateurs qui sont en Allemagne et qui vont utiliser le produit allemand, que ce soit les utilisateurs français qui utilisent le produit français, etc. Les on conçoit les nouvelles fonctionnalités et on optimise aussi d'un autre côté les fonctionnalités existantes. Et du coup, à quoi ça ressemble en fait nos écrans? Moi, j'ai mis que des exemples en français, je crois, pour être sûr que ce soit lisible. Enfin, je ne sais pas si vous parlez allemand ou italien, mais dans le doute, je préférais mettre en français. Donc, à quoi ça ressemble? En fait, on va être là pour expliquer. Par exemple, quand on demande à l'utilisateur de définir son mot de passe, on va lui expliquer si son mot de passe, on juge qu'il est fort, qu'il est amélioré ou que du coup, il est insuffisant. Donc, on connaît un peu ces messages-là, mais l'idée, c'est que visuellement, on le montre par un code couleur, que ce soit vert, orange ou rouge, et du coup, d'avoir tout cet espace aussi pour l'aider. Par exemple, si son mot de passe n'est pas suffisamment fort, on va lui dire de rajouter une majuscule, un point, etc. Donc, ça, c'est des éléments qu'on connaît. On explique aussi pourquoi faut entrer le numéro de téléphone. Donc, on est vraiment dans l'explication parce que Doctolib, c'est un outil qui va toucher la santé des gens. Et du coup, c'est vrai qu'on rentre dans quelque chose de personnel. Il y a aussi beaucoup d'empathie à avoir avec les utilisateurs. Si un patient arrive sur Doctolib, c'est parce qu'il est dans le besoin, en fait. Il arrive parce qu'il il a besoin de consulter un praticien. Donc, du coup, il faut aussi avoir cette empathie et cette patience aussi avec les utilisateurs et de prendre le temps de leur expliquer les choses. Sur l'exemple suivant, c'est rassurer. Ici, on est sur une étape de vérification d'email. Donc, en fait, on explique pourquoi on vérifie l'email. Tout le monde n'est pas forcément familier avec le fait de vérifier son email, d'aller dans sa boîte mail, de cliquer, etc. Donc là, on est vraiment parti du principe que cette étape, elle peut être anxiogène pour une certaine catégorie de personnes. Et si elle ne l'est pas, en fait, on va peut-être pas être dans la réassurance, mais on va être dans la pédagogie, en fait, expliquer pourquoi, en fait, on sécurise le compte et du coup, c'est une étape indispensable, etc. On encourage aussi l'utilisateur à faire cette action. Et sur la dernière étape, c'est simplifier. Simplifier l'accès à certaines pages. Donc, il y a certaines pages, en fait, qui vont être volontairement sécurisées parce qu'en fait, on parle de vos rendez-vous, on parle de vos informations liées à votre rendez-vous. En fait, on va sécuriser cette page et pour simplifier l'accès, parce que du coup, il n'y a pas 50 000 manières de sécuriser l'accès à une page. Donc, du coup, on va expliquer que il faut rentrer les 3 premières lettres de son nom de famille. On explique aussi comment ça se passe si on n'a que 3 lettres dans son nom de famille ou que 2 ou qu'on a un nom composé, comment on gère ça. Et avec une bannière très simple, on explique en fait, qu'est-ce qui se trouve derrière cette étape-là, pourquoi cette étape elle est là, pourquoi elle est bloquante et comment faire pour passer à l'étape suivante. Je crois que c'était le dernier exemple. Ouais. Alors, quel est l'objectif principal d'un UX-writer? Alors, donc, en gros, il œuvre à sublimer l'expérience utilisateur. Donc, faire en sorte que, au-delà de, il vient sur le site avec un objectif et il faut déjà que
il faut déjà qu'il atteigne son objectif, qu'il résolve sa petite problématique. Et pour ça, donc, en fait, on a des leviers le premier est l'utilisabilité. Donc, c'est faire en sorte qu'il atteigne son objectif le plus facilement possible et rapidement et facilement. Donc, on va les aider à interagir avec le produit, on va lui communiquer les informations nécessaires au bon moment, on va le guider dans sa navigation et on va lui simplifier ses actions. Donc déjà, en fait, quand vous avez atteint l'objectif de l'utilisabilité, enfin pour moi, c'est le plus important, quoi. Et le deuxième levier, c'est le storytelling. Donc on va essayer de lui raconter une histoire, en fait. Donc ce parcours, c'est comme une petite aventure. Donc on va essayer de lui communiquer aussi la vision de la marque, les valeurs. On va essayer de créer un lien entre la marque et l'utilisateur et faire appel à ses émotions. Quels sont les moyens pour atteindre ces objectifs? Déjà, c'est déjà de réfléchir en termes d'objectifs. Et la question qu'il faut toujours se poser, c'est pourquoi? Alors, à qui je m'adresse? C'est pourquoi je fais ce parcours? Pourquoi je fais cette action? Pourquoi j'écris ce sitier? Quelle va être la page? À quoi ça sert, excusez-moi, cette étape, cette page? Pourquoi j'écris cette phrase? C'est toujours quel est l'objectif de ce que je fais, de ce que j'écris, de ce qui se passe, sur l'écran. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ce qui doit à chaque fois driver chaque contenu qu'on rédige. Le deuxième moyen aussi pour atteindre ces objectifs, c'est l'empathie. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, mais déjà, faut oublier. Enfin, notre cas personnel, il est toujours intéressant, mais c'est un cas parmi des millions, quoi, souvent. Donc, c'est bien, mais c'est rien, quoi. On peut un peu le prendre en question, mais il faut absolument pas considérer que qu'il est général. Donc, c'est se mettre à la place des gens, c'est comprendre que des actions qui nous paraissent insignifiantes sont pénibles. C'est se mettre à sa place et imaginer ce que lui vit et comment il reçoit les informations qu'on lui balance tout au long du parcours. Il faut essayer d'utiliser son langage plutôt que le langage de la marque, parce que la marque, elle a envie de dire des choses, mais la personne, en fait, elle les comprend avec d'autres mots. Comprendre les besoins, pourquoi il vient sur ce site, pourquoi il vient sur cette interface, etc. Qu'est-ce qu'il est venu chercher, et donc de toujours inverser la question. Si on comprend ses besoins, évidemment, c'est un peu plus facile d'apporter des solutions. C'est pas toujours facile d'apporter des solutions, mais déjà quand c'est une bonne base pour y arriver. Et voilà, et l'empathie, ça sert aussi à éviter les frustrations, gérer les stress cases. Et enfin, ça en découle, quoi. C'est l'approche user-centric. Il y a deux choses à savoir sur l'utilisateur. C'est Don't Make Me Think et Let's Talk About Me. C'est l'utilisateur ne veut pas. Quand vous allez sur un site, vous n'êtes pas là vous n'avez pas envie de réfléchir à qu'est-ce qu'on essaie de me dire, etc. Vous venez parce que vous voulez acheter quelque chose, vous voulez prendre un billet de train, vous voulez réserver une place de théâtre, vous voulez prendre un rendez-vous chez le médecin, etc. Vous n'êtes pas là pour vous taper le parcours, etc. Vous avez l'objectif final en tête, vous. Donc, vous n'avez pas envie de réfléchir. Il faut être concis, il faut que ça s'affiche rapidement, que l'information elle soit claire et les gens, on sait, les gens ils aiment pas lire. Donc c'est toute la prose, etc. Sauf quand c'est un petit peu à certains moments. Faut doser au bon moment pour créer un peu de sympathie et alléger l'expérience. Mais voilà, il faut que ce soit facile. Et l'autre chose, donc l'utilisateur n'a pas envie de réfléchir, il vient pour un objectif et il veut avoir rapidement ce qu'il est venu chercher. Et il faut qu'on lui parle de lui. Donc, quand on est une marque, c'est de changer la façon de réfléchir. Et on n'est pas là à lui injecter des informations.
il est là pour recevoir de toutes les informations qu'on a à disposition qui vont lui l'intéresser, le toucher. Donc, il faut lui parler de lui, il faut qu'il soit au cœur du message et il faut à chaque fois lui présenter le bénéfice. C'est genre l'exemple dont on parlait avec les newsletters, c'est souvent les gens ils disent inscrivez-vous à notre newsletter. Mais pourquoi l'utilisateur voudrait s'inscrire à newsletter? Donc, à chaque fois, c'est retourner le problème dans ce sens-là. Et enfin, dans les moyens aussi pour arriver à ses objectifs, à atteindre ses objectifs, donc il y a la recherche utilisateur. Donc, on les interroge, on regarde les forums, par exemple, pour comprendre quel langage ils utilisent. Parfois, on a des fonctionnalités un peu complexes, on utilise du jargon, alors que les utilisateurs vont employer complètement d'autres mots pour dire la même chose. Donc, essayez justement d'aller chercher ces mots, comment ils parlent de ce produit, même si vous aimeriez, vous êtes une marque de yaourt et puis vous aimeriez bien qu'on parle de votre produit de telle ou telle façon, et parfois, vous contrôlez pas tout et les utilisateurs, ils emploient d'autres mots. Et donc, si on veut être efficace et si il faut mieux employer les mots des utilisateurs, ça fonctionne mieux. Comprendre leurs besoins, donc voilà, qu'est-ce qu'ils attendent en fait. Il y a souvent une différence entre ce qu'une marque ou une boîte a envie de faire et de l'autre côté, en fait, ce que les gens attendent. Et voilà, quand on se place de leur côté, quand on les interroge, on comprend et du coup, on peut ajuster le contenu pour apporter des solutions pour cette petite coquille. Donc voilà, apporter des solutions et puis encore une fois, éviter les frustrations, gérer les stress cases. Voilà, c'est toujours en les comprenant, en demandant aux gens pourquoi ça bloque ici, pourquoi ils passent pas ce parcours, qu'est-ce qui le dérange dans cet écran, pourquoi cette action l'embête, etc. Alors, mais je suis pas sur ta partie, Sophie. Non, pardon, je suis toujours. Ah, mais si, Sophie, je suis entièrement sur ta partie. Je suis complètement désolée. Tu enchaînes très bien. Mais je te le. Ah, tu me laisses sur la main. Mais oui. En plus, je me disais, je ne connais pas trop ce slide. Tu t'en es rendu compte. Oh mon Dieu, désolée. Non, pas de souci. Bon, du coup, l'A/B testing est un autre moyen aussi d'atteindre ses objectifs. On parle pas beaucoup, on nous parle souvent de la manière dont on peut mesurer la performance du contenu. J'ai l'habitude de dire en fait qu'on ne mesure pas uniquement et simplement la performance du contenu parce qu'en fait, pour moi, le contenu qu'on crée, il va sur un design et le design va avec le contenu. Donc, en fait, on ne peut pas forcément tester de manière indépendante l'un ou l'autre. Mais on va quand même rentrer dans le détail de l'A/B testing parce que je pense que c'est un moyen important de tester quand même son contenu et de vérifier quelques hypothèses. En fait, on ne peut pas toujours savoir ce qui va être le mieux pour l'utilisateur. Alors forcément, quand on est dans une entreprise depuis quelques temps, on connaît bien ses utilisateurs, mais encore une fois, on n'est pas à leur place et des fois, on va faire des choix qui ne sont pas forcément les plus pertinents. C'est normal, on ne peut pas tout deviner. Du coup, l'A/B testing va permettre de mesurer en fait l'impact du contenu, quel est le contenu qui performe le mieux. Et en fait, on va pouvoir ensuite implémenter le contenu qui est le plus performant, en tout cas le plus adapté à l'utilisateur. Et le dernier moyen, c'est le tone of voice. En fait, pour renforcer l'utilisabilité et le storytelling, en fait, un des moyens, c'est le tone of voice parce que du coup, c'est vraiment d'adapter, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre sur ça parce que du coup, on en a parlé, mais c'est d'adapter en fait sa voix en fonction du parcours, en fonction de l'utilisateur. On ne parle pas de la même manière quand on parle d'un message d'erreur versus d'un message de validation. Du coup, on peut travailler en fait ce discours aussi en accord avec son image de marque. Est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit, quels sont les mots qu'on utilise. Et aussi, le tone of voice va permettre de créer un échange plus humain. On a mentionné pas mal d'exemples. On parlait de Mailchimp tout à l'heure, et c'est quand même un très bon exemple de relation interface utilisateur qui marche plutôt bien parce que du coup, on ne va pas se contenter de donner l'information, on va aller un petit peu un cran au-dessus en créant
un échange un peu agréable. Je te repasse la main, Cathy. Désolée, je t'ai largement laissé 2 slides. Alors, là, on va reprendre des petits exemples illustrés. Donc, c'est quel est l'impact des mots sur l'expérience. Alors, donc, si vous n'êtes pas encore convaincu par l'utilité des UX Writers, donc c'est là, on vous a choisi quelques petites perles. Alors ici, c'est un écran de GPS. Donc avec un message très long qui paraît pas super adapté quand vous êtes justement en voiture en train de conduire, où on explique que de quitter la route des yeux trop longtemps ou trop souvent pourrait provoquer un crash et provoquer des blessures ou la mort pour vous ou d'autres personnes. Donc, restez concentrés, gardez votre attention concentrée sur la conduite. Aux dernières nouvelles, le conducteur est mort en lisant ce message beaucoup trop long. Ça, c'était un petit message SMS d'un livreur qui, suite à des instructions, nous indique que le colis sera livré prochainement. Voilà, une information utile. Je crois que l'utilisateur attend toujours son colis. On en parlait tout à l'heure, justement, et ça, on le voit, mais hyper souvent sur les formulaires, c'est inscrivez-vous à notre newsletter. Sauf que là, on ne sait pas pour qui, pourquoi, la fréquence, etc. Ça, c'est vraiment typiquement quelqu'un qui a envie d'avoir des abonnés. Il veut que les gens s'inscrivent, mais genre, il n'explique absolument pas l'intérêt de le faire. Et en plus, il faut cocher et par la même occasion, en mettant votre mail, vous acceptez de recevoir les derniers articles et vous acceptez de recevoir des publicités. Écoutez, comptez pas sur moi pour cliquer là-dessus. Après, des écrans que vous avez dû aussi peut-être rencontrer. Souhaitez-vous vraiment annuler? Et vous avez le choix entre quitter ou annuler. Et là, du coup, écoutez, pareil, moi, je vous donne... je mets le défi de réussir à sortir de cet écran de la façon dont vous le souhaitiez. Enfin, encore un écran de newsletter, parce que ça, c'est vraiment... je pense qu'il y a un vrai boulot à faire sur ces petits blocs. Voilà, rejoignez notre newsletter. Alors là, vous avez 2 choix. Donc, ils expliquent déjà l'intérêt que vous avez à le faire. Là, vous mettez votre mail et ensuite, vous avez le choix entre vous inscrire ou oui, je voudrais recevoir mes communications par email. Du coup, toujours des écrans où vous ne savez pas où regarder ni trop exactement ce qu'il faut faire. Enfin, un petit écran qui, pareil, est assez sympa. Alors, je vous le lis. Souhaitez-vous vous déconnecter ou fermer la session? Alors déjà, il ne faut pas que ce soit en fin de journée parce que quand vous êtes bien farci d'avoir bossé toute la journée, en plus, il faut réfléchir. Là, typiquement, vous n'avez pas... Si vous vous déconnectez, les données non enregistrées des applications ouvertes seront disponibles la prochaine fois. Enfin, déjà, je comprends même plus ce que je lis. Si vous fermez la session, voilà. Et avec dans ce cas-là, 3 CTA, déjà habituellement on a 2, déconnecter, se déconnecter ou annuler. Là, je pense qu'on avait gardé le meilleur pour la fin. Ils ont la perle des perles, quoi. Et là, je me tais. Là, j'enchaîne vite avant de me faire du coup, donc là, on arrive sur la dernière partie et une question en fait qu'on nous pose assez fréquemment. C'est comment on intègre en fait un UX writer dans une équipe design, parce que bon, on a parlé de ce que c'est l'UX writing, c'est quoi notre rôle, je pense qu'après tout ça, on a bien compris ce qu'on fait et quelle est la valeur ajoutée de notre métier, mais maintenant, c'est comment on collabore en fait avec ce type de profil. On va déjà passer en revue les principales difficultés en fait qu'on peut rencontrer en tant que UX writer. Je pense que c'est important de vous les partager parce que même si vous comprenez notre métier, vous ne comprenez pas forcément à quelles difficultés on fait face. Et en fait, la principale, c'est qu'on est souvent représenté dans une équipe design ou product. On a quand même un ratio qui est assez important entre les designers et les illustrateurs. Souvent, on est tout seul. Nous, on a la chance d'être 3, mais dans une équipe de plus de 30 personnes,
ça reste quand même la plus petite équipe. On doit s'inscrire en fait toujours dans un processus existant parce que l'UX Writer, c'est généralement, si on a la chance d'en avoir un dans son équipe, ben, c'est parfois les derniers profils qu'on a recrutés. Donc en fait, on doit s'adapter au processus. Et en fait, tous nos collaborateurs, ils manquent de connaissances sur notre expertise et ça a forcément un impact sur la qualité des briefs, la manière dont on est briefé, la communication, nos échanges, nos process, etc. Du coup, si on rentre un petit peu dans le détail de ce qui est compliqué pour un UX Writer dans une équipe design, donc là, on va un petit peu parler de en fait, ce qu'on n'aime pas et ce qu'on ne veut plus voir et ce qu'il ne faut surtout pas faire si demain, vous intégrez un UX Writer dans l'équipe design ou une équipe produit. En fait, c'est de le faire arriver après la bataille, c'est-à-dire de le faire arriver à la fin du process, une fois que le design est posé, limite quand le dev a commencé, et de lui dire, tu peaufines le contenu ou du coup, tu remplaces le lorem ipsum avec du vrai contenu, alors que du coup, on doit vraiment s'adapter à ce qui a déjà été fait. Reprendre un travail qui était négligé. Alors souvent, c'était plus quand j'étais en freelance d'ailleurs, on me disait je pose des intentions et tu repasses après. Sauf que en fait, poser des intentions, il y a poser des intentions et poser des intentions. Parfois, on néglige un peu le contenu, on va écrire sur le modal ici, communiquer un truc et après lui indiquer le machin. Pour moi, ça c'est un travail qui est un peu négligé. Ça ne permet pas à l'UX Writer justement de retravailler, en tout cas de comprendre les intentions. Ou alors, des fois, de reprendre un travail qui a été fait par plusieurs personnes. Des fois, c'est le PM et le designer qui vont travailler ensemble. Mais en fait, pour l'UX Writer, ça va être très compliqué parce qu'il va devoir composer avec la rédaction, on va dire, de deux personnes. Il va y avoir un travail de cohérence et de repasse à faire qui est franchement désagréable. Et avoir l'œil sur tous les détails pour être sûr que le PM, il a bien utilisé le bon mot et le designer, il a bien utilisé le même. C'est assez painful. Et réparer l'interface à la dernière minute. Donc, j'ai repris ta phrase, Kat, parce que je trouvais cette expression très cool. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on arrive en tant que pompier à la fin, c'est-à-dire on se rend compte que ça ne marche pas. On a revu l'interface, on l'a fait relire à quelqu'un et on se dit, c'est cohérent du coup, je vais appeler du X-Writer, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne et que ça peut fonctionner en tout cas. Ce qui est aussi désagréable et ce qu'il faut éviter de faire, je pense, quand on collabore avec un UX Writer. En fait, quand on est UX Writer, on va toujours composer avec l'existant. C'est une réalité avec laquelle il faut s'y faire. On arrive rarement sur une page blanche, mais en fait, ne pas pouvoir challenger les choix de contenu existants, c'est quand même très problématique parce que du coup, ça veut dire que on n'a pas forcément la main réellement sur le contenu qu'on va créer ou qu'on va devoir optimiser. Du coup, composer avec l'existant, c'est une réalité, mais en fait, ça ne doit pas non plus être un frein pour pouvoir améliorer et optimiser. Composer avec le design existant, encore une fois, on arrive dans un processus existant, donc on ne peut pas tout remettre en question. Mais parfois, il y a des éléments et des composants design qui ne fonctionnent pas avec le contenu qu'on veut dire, et parfois, ne pas pouvoir challenger ça, c'est assez compliqué. Et en fait, j'en parle un petit peu plus tard des processus, mais aussi des outils. Le fait de ne pas pouvoir remettre tout en question, c'est aussi problématique d'un point de vue processus existant parce que des fois, on ne s'inscrit pas forcément correctement dans le processus. Je parlais d'arriver à la fin du process. Des fois, de ne pas pouvoir remonter, ça va être vraiment problématique pour travailler de manière plus adaptée possible. L'autre point, c'est de manquer de contexte. Je vois trop souvent encore quand je parle avec d'autres UX writers, des fois on nous donne un écran en nous disant voilà, il faut améliorer cet écran-là et on le prend de manière super isolée. Et en fait, on se dit ok, j'ai cette modèle, j'ai cet écran, mais du coup, où est-ce que je mène ce GTA qu'est-ce que j'ai fait avant pour arriver sur cette page, qu'est-ce qui se passe après, etc. Donc en fait, le contexte fait que c'est super compliqué en fait de travailler de manière super isolée. On parlait des outils. Du coup, en fait, de ne pas avoir les bons outils, c'est aussi painful pour le UX Writer. En fait, le côté collaboration est super important parce que du coup, d'écrire
Le contenu en dehors du design, c'est juste pas possible parce qu'en fait, il y a des allers-retours, il y a des validations à prévoir, il y a aussi une relecture et du coup, de ne pas pouvoir intégrer le contenu dans le design, c'est vraiment problématique. Et du coup, on en vient à comment on aime collaborer, enfin, après avoir un peu critiqué tous les process et tout ce qu'on ne veut plus voir. Du coup, comment on aime collaborer, en fait, le premier point, c'est d'avoir les bons outils. Utiliser Figma, par exemple, c'est quand même une grosse différence dans la collaboration parce que du coup, on a les mêmes accès que les designers. En tout cas, c'est mon cas chez Doctolib, j'ai les mêmes accès que les designers. Donc, en fait, je peux écrire sur des interfaces, je ne suis pas obligée de passer par des commentaires ou de devoir dupliquer les pages. Enfin, j'ai vraiment les mêmes accès, donc c'est hyper important pour échanger, co-construire les interfaces ensemble. Il y a aussi la partie, du coup, si tu vas sur la slide, souvent de co-construction. Du coup, c'est en fait de collaborer le plus en amont possible parce que du coup, le design peut avoir un impact sur le contenu et le contenu sur le design. Donc, du coup, la co-construction en amont, d'avoir cette approche content first, elle est super importante. D'avoir aussi le même niveau d'information. Quand j'étais freelance, par exemple, j'étais briefée un peu plus tard. Aujourd'hui, chez Doctolib, j'ai la chance d'être dans les kick-off avec les PM, avec les designers. Donc, en fait, j'ai le même niveau d'information que tout le monde. Et du coup, d'avoir l'opportunité en fait de comprendre quel est le problème et d'apporter la solution, c'est quand même hyper différent et de construire les choses ensemble, ça a un impact hyper important. Et le partage, partager mes connaissances et mes méthodologies, mais aussi apprendre des connaissances et des méthodos des autres, que ce soit les PM ou les designers. Ça passe par la construction d'outils communs, donc le design system, le glossaire, et la création de processus adaptés. Ça permet aussi de partager le plus de connaissances et de savoir possible. Et je ne sais pas si c'est la dernière slide. Non. Et là, du coup, ouais. Du coup, en fait, on a voulu juste résumer. Et si jamais vous n'avez pas de UX Writer dans votre équipe et qu'il faut encore quelques temps que vous fassiez 100, donc c'était nos quelques tips pour, pour résumer. Les questions qu'il faut toujours avoir en tête, c'est pourquoi. Bon, alors ma petite illustration, elle est toute floue, quoi. Mais donc pourquoi, toujours vous posez cette question, pourquoi vous rédigez ça, pourquoi vous rédigez ce texte, ce cité, etc. KISS, donc c'est Keep it short and simple. C'est le petit mémo, le petit moyen mémotechnique. De toujours aller à l'essentiel. Si à un mot vous doutez, en général, on peut le supprimer, etc. Et à défaut de faire élaborer, faire simple, le plus simple possible. Et que l'utilisateur ne veut pas réfléchir. Donc, c'était Krug, qui avait dit ça. C'est, ne me faites pas réfléchir, ne demandez pas à l'utilisateur de comprendre, ou d'analyser ce que vous essayez de lui dire. Il faut que ce soit évident tout de suite. Et voilà. Merci de nous avoir écoutés. Avant du coup, on va prendre les questions avec. Merci beaucoup. C'était vraiment très cool. Oui, alors il y a quelques questions. Il y a une première question d'Hugo qui demande comment est-ce qu'on fait pour devenir UX Writer. Alors attends, là je peux faire, excusez-moi, arrêter le partage. Tu peux. Oui. Oui, tu peux, ouais. Pardon. Ouais, c'est moi qui demandais ça parce que je me disais qu'il y avait peut-être des gens qui se posaient la question et c'est vrai que vu que c'est un nouveau métier, que c'est quelque chose dont on entend parler, est-ce que vous-même, j'ai pas stocké votre LinkedIn, donc est-ce que vous avez un background dans le littéraire ou est-ce que pas forcément, est-ce que c'est sur le terrain, est-ce que vous connaissez des endroits où maintenant on commence à un peu faire former ou c'est vraiment sur le tas avec un couteau entre les dents, quoi. Vas-y, Sophie. Du coup, moi, j'ai un parcours plutôt de marketing, en fait. Et j'ai toujours été copywriter, mais je bossais avec des startups tech. Donc, plutôt des SaaS et des startups assez tech. Et en fait, étant la seule copywriter, je me suis assez rapidement rapprochée du produit pour les aider. Il y a 5 ans, on ne parlait pas du X-Writing. En tout cas, moi, je ne connaissais pas ce que c'était. Du coup, j'étais plutôt copywriter product qui allait aider de temps en temps ces équipes-là. Et
je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément besoin d'améliorer mes compétences rédactionnelles, mais plutôt d'améliorer mes compétences en UX et en product design. Et en fait, je me suis formée en suivant une formation de product design du coup. Et en tout cas, pour moi, ça a été hyper important et clé pour rejoindre une équipe ensuite, en freelance, pour rejoindre des équipes assez rapidement par les mêmes langages qu'eux, de rejoindre des produits de manière, on va dire, la plus simple possible. Mais aussi, après, pour rejoindre l'équipe de Doctolib, ça a été assez clé. Et comment on devient UX writer? Pour moi, c'est un petit peu ça, c'est que si on a déjà les compétences rédactionnelles, pas forcément aller chercher à optimiser ces compétences-là, mais plutôt aller chercher à optimiser ces compétences plutôt sur le UX, sur le design, sur le product, si on veut revendre l'équipe produit. Et du coup, aussi regarder quelles sont un peu les ressources qui existent en français. On essaye, avec plusieurs collectifs, de créer de plus en plus de ressources sur le UX writing, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que les profils rédactionnels qui s'intéressent à ça, il y a aussi les designers, les user researchers qui ont ces compétences rédactionnelles, mais qui ne savent pas forcément comment les exploiter, comment mettre en place toutes ces méthodes. Et du coup, voilà, donc on crée des ressources en français. Il y a un clubhouse tous les jeudis soirs. Du coup, je me prends un peu promo. Sur lesquels on discute beaucoup, on donne beaucoup de conseils, que ce soit aux designers, que ce soit aux développeurs. On a aussi traité pas mal de devs, user researchers, des jeunes UX writers qui cherchent leur première mission, qui ne savent pas comment on fait. Et avec The Design Pro, j'ai aussi créé une masterclass du coup dédiée à l'UX writing. Donc, c'est plusieurs heures justement dédiées à ce sujet-là. Du coup, c'est peu de ressources en français, il y en a beaucoup plus en anglais. Mais voilà, je pense qu'il y a deux approches, on va dire. C'est soit améliorer ses compétences UX, ou soit ses compétences rédactionnelles si on est déjà issu du produit. Tu pourras nous faire une liste des ressources? Ça va. Ok, on la postera avec la vidéo YouTube. Et ouais, juste, en fait, le Clubhouse, c'est tous les jeudis de quelle heure à quelle heure, du coup? C'est à partir de 18h30. Okay. Du coup, voilà, on a une page sur laquelle on communique les rendez-vous. Donc, il y a des sessions de Q&A où c'est, on va dire, open talk et tout le monde pose ses questions, tout le monde vient, on parle de tout et de rien, surtout du UX writing quand même et du design. Et sinon, parfois, on a des personnes qui viennent intervenir, qui ont une expertise. Par exemple, la dernière fois, la prochaine fois, on va recevoir une narrative designer. Du coup, c'est la création du contenu dans un jeu vidéo, par exemple. Et du coup, ça nous permet aussi de bien comprendre les enjeux de la rédaction dans plein de secteurs différents. Voilà, on va vous partager le lien aussi sur LinkedIn. Et tu disais que tu as fait une formation en product design et du coup, pour Doctolib, tu fais aussi du design produit ou tu fais que entre guillemets du wording? En fait, c'est une bonne question parce que du coup, le fait d'être intégré dans l'équipe product design fait que je suis quand même obligée d'avoir déjà une bonne connaissance du design system. Parce que du coup, par exemple, si je fais une reco, il ne faut pas qu'elle soit à côté de la plaque par rapport à ce que le design ops a prévu dans le design system, on va dire. Mais il y a quand même des connaissances en product design, même si je ne vais pas créer des interfaces, il faut quand même être suffisamment autonome pour pouvoir drafter rapidement une proposition. Pour aussi pouvoir avoir les mêmes accès que les designers sans risquer de tout casser, par exemple. Donc, du coup, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un échange qu'on a construit où on s'auto-forme tous ensemble. Je fais partie du design critique, par exemple, où du coup, je vais avoir aussi un œil sur est-ce que la mise en forme du wording fonctionne. Et du coup, en fait, c'est vraiment un échange donnant-donnant, même si je ne les remplace pas et ils ne me remplacent pas. Mais quand même obligé d'avoir les mêmes compétences pour collaborer. Super. On a une question ensuite. Concrètement, comment un UX writer s'appuie sur la recherche utilisateur pour designer le wording d'une interface? Comment on s'appuie sur la recherche? Déjà, alors tout à l'heure on l'évoquait, c'est déjà d'utiliser les mots qu'ils vont employer pour parler du produit, de leur expérience, etc., de s'appuyer sur ces champs sémantiques. Et puis, si on identifie des pain points, apporter des réponses, ça peut être de rajouter une phrase parce qu'on voit qu'à ce moment-là, ça bloque ou que sur tel parcours, en comprenant l'expérience qu'ils ont vécue,
et comment ils ont réagi par rapport à un écran, on peut soit peaufiner le wording, voire rajouter des explications supplémentaires, voir que, voilà, là, ils ont besoin d'aide pour passer cette étape, que ça bloque, ou parfois, ça peut être un site qui est mal placé, ça peut être de la forme, ça peut être du design, et ça peut, et parfois, le wording peut compenser certaines faiblesses ou apporter même une dimension en plus, quoi. Donc, du coup, la recherche, d'écouter les utilisateurs, ça nous permet de comprendre, de mieux les comprendre. Et puis après, sur des A/B tests, etc., de la même façon, quoi. En fait, c'est un ensemble. Donc, quand on voit, en fait, on observe l'utilisateur et on voit comment il apporter des solutions, soit du design, soit des mots, ou les deux. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais... Si, merci. Encore une question de Martin qui demande pour des équipes internationales, comment est-ce qu'on s'assure de la cohérence du tone of voice? En tout cas, pour te partager l'expérience que nous, on a chez Doctolib, puisque j'ai tout produit disponible dans 3 langues, pour s'assurer de la cohérence, en fait, on a le design system. Dans le design system de Doctolib, en fait, il y a une partie product où on va détailler l'usage et les différents états des composants. Il y a aussi une partie content où en fait on va documenter énormément de choses et du coup tout est documenté en anglais pour faire en sorte que du coup ça soit utilisé en français, en allemand ou dans une langue. Donc du coup on va avoir cette approche très globale, mais on va aussi avoir des déclinaisons. Par exemple, le format date, on a fait une recherche sur le format date, comment on l'écrit de manière globale, et ensuite on l'a décliné l'usage en français, parce que le format date en français n'est pas le même qu'en allemand, ni le même qu'en italien. Du coup, on va avoir ces 3 aspects. On a cette recherche très globale, où on va documenter les choses, par exemple, comment on écrit à la voix active, comment on écrit positivement, comment on fait en sorte que la cohérence, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on documente qui sont globales. Et il y a des choses qu'on va être très spécifique parce que ça a un impact différent en fonction de la langue. Mais je pense que c'est un peu aussi... c'est pas que le writing, en fait, parce que de la même façon, je prends à l'échelle mondiale, déjà rien que, je crois que c'est les Japonais, ils lisent de gauche à droite, ou il y a d'autres langues où vous lisez de haut en bas. Je sais que le russe est hyper long. Donc du coup quelque part ça peut pour dire ce qu'on va dire en un mot, il leur en faut 3 ou 4. Donc du coup presque si vous faites une interface pour des Russes, presque votre champ, votre bloc CTA, il va falloir l'augmenter parce que la problématique va se retrouver très souvent. Ça peut être des couleurs aussi. Ça peut être les mots que vous employez. Certaines, en Italie, ils vont avoir tendance à s'exprimer de telle façon ou à employer tel mot. Même si vous le traduisez littéralement, ça va pas avoir exactement le même poids. Et comme ça peut être des couleurs aussi. Je pense que ça s'applique à tout le design. En fait, c'est super difficile super difficile d'adapter un même message. C'était une bonne question, mais. C'est ça, c'est la localisation. En fait, que les mots. Ouais, voilà. Que les mots, c'est les codes qui correspondent à la culture aussi de l'audience. Par exemple, si on met des personnes en cover. En fait, en français, on va représenter la population française. Et si on a le même site pour, je sais pas moi, l'Amérique latine, on va représenter du coup les personnes qui ont plutôt les ressemblances de cette culture-là, etc. Donc, c'est aussi des codes qui vont au-delà de juste les mots. Et on rentrait dans la nuance, par exemple, on se posait la question, en français, on vous voit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va garder en Allemagne et est-ce que c'est quelque chose qu'on va garder en Italie? C'est vraiment des questions qu'on s'est posées parce que du coup, il a fallu faire un benchmark parce que les autres produits tutoient, vous voient. Et du coup, il peut y avoir des nuances en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix d'avoir des UX writers natifs pour aller dans ce niveau de détail, dans la manière dont on s'exprime à l'audience. Et question outils pour la gestion des différentes langues. Vous utilisez quelque chose de particulier ou c'est autant d'écrans dupliqués? Non, alors du coup, chez Doctolib, tous les UX writers travaillent sur Figma. Et ensuite, on a l'outil Phrase qui nous permet en fait d'avoir des clés
dans les 3 langues et du coup de pouvoir les intégrer selon la langue dans le bon produit. Ok, ça marche. Comment faites-vous pour formaliser vos bonnes pratiques et les partager avec le reste de l'équipe UX? Alors, du coup, moi, me concernant, ça va être super rapide parce que tout est dans le design system. Ok. Donc, du coup, c'est, comme je disais, une page dédiée qui se nomme Content. Du coup, c'est là où je regroupe tout et en fait, je les partage au fur et à mesure aux personnes. Je communique des fois dessus spécifiquement. Une fois par mois, on essaye de faire une communication un peu plus ciblée sur une deadline pour être sûr que on la partage, etc. Mais du coup, je ne sais pas comment ça fonctionne pour toi, Kat. Moi, je suis sur une mission où ça fait pas hyper longtemps, donc je sais qu'il y a un design system, mais je suis pas sûre que, je sais pas si le content est, je sais pas si on a une page content. En tout cas, on m'a pas encore briefé sur ce que je dois mettre à quel endroit. Mais sinon, oui, il y a, enfin, j'ai été sur des missions où, enfin, selon avec des glossaires hyper détaillés, ce qu'on a le droit d'utiliser, pas le droit de. Donc, c'est soit dans le design system ou sur un doc à part. Enfin, le tone of voice, c'est pas toujours inclus dans le design system. Enfin, en général, oui, il faut un document où on met les principes que ça peut pas être concentré dans la tête d'une ou 3 personnes, quoi. Il faut que ce soit écrit quelque part. Comme pour le content system. Enfin, le design system. Ok. Il y a Fred qui nous demandait si je souhaite travailler avec des UX writers, où est-ce que je vais les chercher? Est-ce qu'il faut les trouver sur LinkedIn ou est-ce qu'il y a des plateformes spécialisées? On est 10. On se connaît tous. Ouais, c'est ça, on a un petit groupe. C'est vrai, en plus. Ben non, malheureusement, il n'y a pas de plateforme dédiée. Je pense qu'il n'y en aura pas avant un bout de temps. Mais ouais, il faut un peu aller à la pêche aux UX Writers sur LinkedIn. Je suis désolée. Ouais. Mais sinon, je relance mon invitation sur Clubhouse avec Kat et une autre personne qui s'appelle Gladys et Apolline aussi. Voilà, on se regroupe. Donc, en fait, on commence à se réunir un peu entre nous. Il y a aussi plusieurs groupes qui existent sur Twitter. Donc, je pense qu'on peut retrouver des petits groupes du X-Writer. Comme on n'est pas beaucoup, on se regroupe assez facilement. Mais malheureusement, il n'y a pas une plateforme qui nous réunit. Remets-nous bien l'info du Clubhouse dans les ressources. Est-ce que vous observez toutes les deux une ouverture pour le marché pour les UX-writers en fait? Est-ce qu'en ce moment, vous avez l'impression qu'il y a plus d'UX-writers qui se font embaucher et que c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus? On le fait. Il y a de plus en plus d'offres, de demandes, etc. Toutes les grosses boîtes. Après, en France, on est un peu à la traîne, mais quand vous regardez le marché aux États-Unis, au Québec, etc., ou même dans d'autres pays d'Europe, c'est hyper généralisé. Et de toute façon, on en parlait au début, c'est l'application. Tout le monde sait écrire, et puis après, il y a l'art appliqué, et voilà, il y a des gens qui sont spécialisés et qui écrivent mieux que d'autres dans certains domaines, quoi. Donc, de toute façon, je vois pas. Ça fait la différence, quoi. Il y a les sites, vous voyez des sites qui sont designés et les sites qui ne le sont pas, quoi. Les expériences designées, les expériences qui ne le sont pas. Donc, je pense que toutes les grosses boîtes s'y mettent et que les petites aussi. C'est clair que, quoi. Pour moi, l'UX Writing, en fait, il faut sortir de ce schéma, de se dire qu'en fait, c'est une expertise qui vient de chez Google, Airbnb, Spotify, et qui est dédiée à ce genre de boîte, et qui est dédiée aux entreprises qui ont des produits multilangues, qui gèrent 22 langues différentes, etc. C'est pas vrai, parce qu'à partir du moment où on a un produit ou une interface et qu'on a des mots dessus, il y a matière à faire de l'UX Writing, ou en tout cas de designer cette expérience avec un UX-writer. Donc, en fait, je pense que c'est quelque chose qui arrive doucement dans la tête des head of design ou des équipes product ou des équipes des designers. Et qui, du coup, commencent à se dire, mais en fait, c'est pas une expertise qui est dédiée à Google, etc. C'est vraiment accessible et il y a des experts pour ça. Et il suffit juste de les trouver là où ils sont. On va les former.
Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions, hein. C'est ça, toi, Antoine? On a fait le tour des questions. Merci encore une fois, Kat et Sophie. Merci pour votre intervention. Et je pense qu'on va arrêter là. Du coup, on a débordé de 5 minutes. Merci beaucoup. N'hésitez pas, en fait, si vous avez d'autres sujets à suggérer, en fait, pour les prochains events. Donc, du coup, vous nous contactez sur LinkedIn directement ou via notre site. Vous allez recevoir demain ou ce soir, en fait, un questionnaire pour répondre, en fait. N'hésitez pas à répondre aussi à ce questionnaire-là. Et je vous dis à bientôt, peut-être à la rentrée en septembre pour un quatrième event. Est-ce que vous avez d'autres... Merci beaucoup. Merci. Salut. C'était merci. vraiment très cool. Merci pour la richesse de votre contenu, le taf que vous avez et l'énergie que vous avez mis là-dedans. Ça se sentait, c'était hyper riche et vraiment très très cool. Merci. Et on postera le replay très prochainement sur YouTube et sur LinkedIn. Merci beaucoup et bonne soirée. Salut. Salut. Salut, bonsoir. Ciao, ciao. Salut.